Bonjour. Soyez les bienvenus dans cette salle virtuelle pour le 16e numéro du programme 45 minutes avec l'OTR. Merci à vous qui continuez d'honorer ce rendez-vous hebdomadaire voulu par les plus hautes autorités de l'OTR que nous ne remercierons pas assez, qui, comme vous le savez, ont permis ce cadre d'échange afin de permettre surtout à nos partenaires de mieux comprendre les textes, lois, procédures, bref, la réglementation en vigueur à l'OTR. Merci à vous, Madame le Commissaire général. Je suis Julienne Adakoudjodi, chef section éducation des contribuables à la direction de la communication des services aux usagers, et je serai à la modération de ce 16e numéro qui va porter sur le thème les zones d'utilité publique et espaces verts, comment préserver vos droits et investissements. Nous aurons pour formateur M. Kounetron Sitopé, chef section bornage contradictoire et sécurisation à la direction du cadastre et de la conservation foncière. Sans transition, je laisse la parole au formateur pour sa présentation. Monsieur Kounetron, si vous êtes connecté, vous avez la parole. Monsieur Kounetron, vous n'avez pas ouvert votre micro? Oui, Oui. merci, madame. Merci pour la parole donnée. Bonjour, chers participants. Euh, donc, si vous permettez, je vais partager l'écran pour vous permettre de suivre la présentation. Alors, j'espère que l'écran est bien visible pour tous. Oui, c'est visible. On peut démarrer. Merci, madame. Et une fois encore, bonjour, chers participants. Donc, comme madame l'a déjà fait, je suis Sitopé Kounitron, inspecteur de cadastre en poste de chef section bornage contradictoire et sécurisation foncière à la division du cadastre Grand Lomé. Le thème qui nous rassemble ce matin s'intitule Zone d'utilité publique et espace vert préservez vos droits et investissements. Notre plan de présentation se présente comme suit. Après une brève introduction, nous découvrirons ce que sont les zones d'utilité publique. Ensuite, nous allons parcourir les risques qu'encourent les investisseurs en ce qui concerne les zones d'utilité publique. Et avant la conclusion, nous allons voir comment réduire justement ces risques-là. Et après cette présentation, nous pourrons quand même faire un petit clin d'œil sur un cas pratique pour nous permettre de mieux appréhender tout ce que tout ce que nous avons dit. Alors, imaginez que vous achetez un terrain à plusieurs millions de francs CFA, que vous obtenez votre titre foncier et que vous commencez la construction de votre maison ou de votre édifice. Et puis, quelques mois plus tard, la mairie vous informe que votre terrain est réservé à un futur boulevard ou à un espace vert public. Question, que devient donc votre investissement? Cette situation est malheureusement fréquente dans plusieurs localités et aujourd'hui, nous allons voir comment éviter ce type de désagrément ou au cas où il en survient, comment se comporter. Alors, les zones d'utilité publique sont des terrains réservés par les autorités publiques pour la réalisation d'infrastructures destinées à l'intérêt général. L'intérêt général. Alors, elles peuvent accueillir notamment des routes, des écoles, les gares routières, les réseaux électriques, les réserves administratives, etc.
Ces terrains ne sont donc pas destinés à des constructions privées ordinaires. En termes de définition des espaces verts, nous pourrons dire que les espaces verts sont des terrains destinés à protéger l'environnement, améliorer le cadre de vie, favoriser les loisirs, préserver la biodiversité, limiter les effets des inondations et des fortes chaleurs. Ils comprennent par exemple les jardins publics, les parcs urbains, les bois classés, les promenades publiques, les ceintures vertes. Telles sont les constitutions des espaces verts que nous avons. Alors, pourquoi ces espaces sont-ils importants? Parce que justement, ils contribuent à améliorer la qualité de l'air, à réduire les inondations, à embellir les villes, à protéger les populations et à augmenter la qualité de vie. Alors, après avoir compris ou après avoir entendu la définition des espaces verts et des zones d'utilité publique, nous allons voir ce que sont réellement ces ZUP ou zones d'utilité publique. Alors, l'utilité publique des opérations ou travaux est expressément déclarée par un acte administratif. Et ce que je présente là relève de l'article 364 du Code foncier domanial qui continue en disant: un décret en Conseil des ministres détermine les différentes catégories d'actes administratifs pouvant déclarer l'utilité publique d'un bien en fonction de la nature de l'opération d'expropriation projetée. L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération d'expropriation. Entre autres, une déclaration d'utilité publique est une procédure juridique qui permet à l'État d'utiliser des terrains privés pour créer des infrastructures d'intérêt général, dont les routes, les écoles, les hôpitaux, etc. Le propriétaire est exproprié, c'est-à-dire dépossédé de son bien, de son immeuble, mais il reçoit une indemnité financière. Pour dire, en cas d'expropriation, le propriétaire se verra indemnisé d'une manière ou d'une autre, que ce soit financière ou pas. En droit et en urbanisme, cette notion implique des règles précises. L'intérêt général. Il faut que les projets soient, ou bien que les projets profitent à toute la communauté. L'État peut exproprier un terrain si le besoin collectif est plus important que le droit de propriété individuelle. En préalable à la déclaration, une enquête publique doit être faite. Du coup, avant de déclarer une zone, les autorités informent les populations. Les citoyens peuvent donner leur avis ou poser des questions. Et enfin, le code foncier qui établit les contours d'une déclaration stipule que les zones publiques non constructibles, comme les zones inondables, les réserves administratives, sont souvent intégrées aux zones d'utilité publique pour des raisons de sécurité de tous. Donc, vous aurez pu constater que je n'avais pas cité les zones inondables dans les éléments précités en introduction, mais le code foncier dit quoi? Les zones comme les zones inondables peuvent être intégrées comme des zones d'utilité publique pour des raisons de sécurité. En résumé, ce statut donne le pouvoir à l'administration de modifier des espaces pour le bien de la collectivité. Les différents types de zones d'utilité publique que nous dénombrons sont de trois natures. D'abord, nous avons le domaine public. Il peut être naturel ou artificiel. Nous comprenons par domaine public naturel les domaines maritimes et le domaine fluvial.
Et par domaine public artificiel, nous entendons les ports, les voies ferrées, les routes, les lignes télégraphiques, etc., etc., les outils, les ouvrages exécutés pour l'eau, l'énergie et consorts. En ce qui concerne le deuxième type des UP, nous parlons des réserves administratives. Ces réserves sont soit pour des équipements publics, parmi lesquels on peut citer les écoles, les hôpitaux, les marchés, et peuvent aussi être des réserves foncières spéciales. Ces réserves foncières spéciales qui peuvent être utilisées par l'État en cas de rétrocession ou de trop perçu de réserves chez un propriétaire. L'État peut faire une restitution par le biais des réserves foncières spéciales qui existent. Et le troisième type, ce sont des servitudes d'utilité publique. C'est des servitudes qui sont nécessaires, soit à la conservation du patrimoine, soit à la sauvegarde de l'environnement, soit à la défense nationale ou à la sécurité publique. Donc, nous comprenons qu'on peut déclarer une zone sécuritaire euh, au niveau des frontières. Est-ce que nous voyons en dehors de la no man's land, l'État peut définir une ligne ou une zone de sécurité qui ne devrait pas être occupée et qui ne peut être aliénée par un privé. Alors, une zone d'utilité publique au Togo est un périmètre délimité par l'autorité administrative pour y réaliser des infrastructures, des équipements collectifs ou des projets de développement entraînant soit le transfert de propriété à l'État, donc là on parle d'expropriation, soit des restrictions d'usage par les propriétaires, les servitudes. Ceci étant, une déclaration d'utilité publique d'une zone peut constituer une menace des droits et des investissements. Comment l'investisseur peut-il s'en préserver? Alors, ça nous ramène au second point, les risques pour les investisseurs. Pour un investisseur donné, les risques liés aux UP sont importants et on peut citer, entre autres, un risque d'expropriation, donc dont les conséquences sont évidentes, la perte de la propriété, l'interruption du projet immobilier, l'obligation de libérer les lieux. Il y a un risque de démolition des constructions. Et quand il y en a démolition, c'est que l'investissement est perdu. Il y a des coûts supplémentaires de démolition ou de relogement. Il y a l'impossibilité de poursuivre un projet. Il y a le risque de dépréciation du terrain. Les acquéreurs potentiels hésitent à acheter un bien dont l'avenir est incertain. Il y a le risque de refus des autorisations administratives. Oui, les autorités peuvent refuser le permis de construire, le certificat de conformité et d'autres autorisations d'urbanisme. Toujours en ce qui concerne les risques, il y a un risque financier. L'investisseur peut subir des pertes du prix d'achat du terrain, les dépenses de construction déjà engagées, des frais de financement, intérêts bancaires et autres, les honoraires des professionnels, architectes, géomètres, entrepreneurs qui ont été sollicités. Il y a un risque d'indemnisation insuffisante, bien que l'expropriation ouvre généralement droit à une indemnisation selon les règles applicables, celle-ci ne couvre pas toujours l'ensemble des pertes économiques subies par l'investisseur. Nous avons un risque de contentieux qui est évident. Donc, les projets situés dans une zone déclarée d'utilité publique donnent souvent lieu à des litiges entre propriétaires, voisins, administration et acquéreurs. Et enfin, nous avons un risque de retard de projet. Même sans expropriation immédiate, l'existence d'une réserve publique peut entraîner le gel du terrain, des difficultés pour obtenir les autorisations, un report du projet pendant plusieurs années, le capital investi reste immobilisé. Au regard de tous ces risques, comment doit se comporter un investisseur par rapport au foncier? Ça nous amène à donner des conseils sur comment faire pour éviter justement de tomber dans ces risques. Alors,
L'article 55 du Code foncier domanial dit ceci: l'immatriculation est facultative. Donc, nous ne comprenons pas immatriculation, le fait de faire créer le titre foncier. Donc, l'immatriculation est facultative. Mais exceptionnellement, elle est obligatoire dans le cas d'un lotissement à effectuer sur un domaine qui n'est pas immatriculé au livre foncier. Dans le cas d'aliénation ou de concession de terres domaniales, dans le cas où un immeuble détenu jusque-là dans les formes admises par les coutumes doit faire pour la première fois objet d'un contrat écrit et reçu en la forme notariée. Dans les deux derniers cas, la formalité doit, à peine de nullité de la convention, précéder la passation de l'acte qui consacre l'accord définitif des parties. En bref, cet article est en train de dire il est important d'immatriculer le terrain et que tout terrain qu'on veut vendre et qui sort de la gestion coutumière, il faut préalablement que ce terrain-là soit immatriculé avant qu'on ne le vende. Avant tout investissement, il est recommandé de vérifier la destination du terrain dans les documents d'urbanisme, de consulter le plan de lotissement et les plans d'aménagement, de vérifier l'existence des réserves administratives et des projets publics, de solliciter des services compétents en matière d'urbanisme et du foncier, de faire appel à un géomètre expert ou à un autre professionnel qualifié, n'engager les travaux qu'après l'obtention de toutes les autorisations requises. Alors, chers participants à ces séances de webinaire, investir dans le foncier nécessite le titre foncier et ou sa vérification. En plus, la connaissance des zones d'utilité publique et des espaces verts permet de sécuriser son patrimoine, d'éviter des pertes financières importantes et de préserver durablement ses droits. Les zones d'utilité publique et les espaces verts ne doivent pas être perçus comme des obstacles, mais comme des outils d'aménagement qui concilient développement, intérêt général et protection de l'environnement. Le dernier mot que nous avons à donner pour terminer cette présentation, c'est que avant d'acheter un terrain, vérifiez toujours ce que vous avez le droit d'y construire. Un investissement sécurisé commence par une bonne information. Chers participants, je vous remercie pour avoir suivi avec attention cette première partie de notre présentation. Alors, Merci beaucoup, monsieur le formateur. Nous vous laissons toujours la main pour la présentation du cas pratique. merci, madame. Donc, après avoir suivi avec intérêt ce que nous avons présenté sur les zones d'utilité publique, permettez que nous puissions passer à une phase de cas pratique. La technique est en train de tourner. Ça s'affiche chez vous en grand plan ou pas encore? Voilà. Je crois que c'est bon. Donc, cas pratique. Donc, au niveau des cas pratiques, nous avons deux cas que nous allons présenter. Le premier cas, c'est le plan de lotissement projeté et le second, c'est l'expropriation pour cause d'utilité publique. Alors, voici un schéma, un plan de lotissement projeté. Pour dire, ce n'est pas encore réalisé, mais ce lotissement-là est fait sur papier, non encore implanté sur le terrain et non encore exécuté. Alors, sur cette présentation,
nous pouvons démembrer plusieurs types d'espaces réservés. Nous avons dans un premier temps les espaces verts qui sont placés là, espace vert parc urbain, espace vert jardin public. Nous avons la coulée verte, donc qui est aussi un espace vert réservé. En dehors de ça, nous pouvons trouver les zones en jaune, donc numérotées A1, A2 jusqu'à A16, B1 jusqu'à B14, C1 jusqu'à C16, donc qui sont des espaces zones. Et ces espaces-là sont des zones que nous qualifions de zones constructives. Tout privé qui veut acheter un terrain est conseillé d'acheter dans ces zones-là, les zones constructives. Les zones en rose sont des zones réservées pour utilité publique. Donc, nous avons le marché public ici. Nous avons une école publique qui est prévue, justement. Mais en bas, nous avons une réserve pour futures voies principales. Donc, ce n'est pas encore réalisé, mais c'est déjà placé, c'est tracé sur le plan. Et du coup, voici la constitution de notre lotissement à réaliser. Si nous avons une telle zone, qu'est-ce que nous pouvons faire? La question est de savoir, supposons que M. Kossi ait immatriculé son terrain avant la projection de ce plan de lotissement. Que se passera-t-il si la parcelle de Kossi coïncide avec le jardin public? Nous avons vu le jardin public qui est là. Supposons qu'avant que ce plan n'ait été conçu, M. Kossi avait un terrain qui se trouve justement dans ce jardin, ou bien à une place prévue par le jardin. Que se passera-t-il? C'est ça la question. Alors, dans un pareil cas, où supposons que le terrain de M. Kossi se retrouve dans la réserve pour l'école publique. Il avait un terrain là-bas et après lotissement, on a réservé cette zone-là pour école publique. Les deux premiers cas se rejoignent, donc nous allons les traiter ensemble. Qu'est-ce qui serait mieux qu'on donne la parole à quelqu'un pour parler là-dessus ou qu'on aille au développement? Madame Vous la pouvez aller au modératrice. développement lors des questions-réponses. Ils pourront réagir. Super, merci beaucoup. Alors, nous voyons bien que le jardin public et l'école publique sont à la charge de l'État. Du coup, dans un pareil cas, comme le terrain de M. Kossi est prévu, est occupé par un jardin public ou une école publique, l'État se verra donc dans l'obligation de déposséder M. Kossi par le biais non seulement d'une déclaration d'utilité publique, mais aussi en expropriant M. Kossi. Cette expropriation peut se faire de plusieurs manières. Dans un premier temps, on pourrait du coup récupérer le terrain de M. Kossi et lui donner une ristourne financière comme compensation, comme indemnisation. On lui fait une indemnisation financière. Ou si l'État a des terrains utiles dans la zone, on peut faire une rétrocession d'une réserve foncière spéciale à M. Kossi en proportion de 50% de son bien dans cette réserve-là. Parce qu'en réalité, tout lotisseur est censé attribuer 50% de son terrain à l'État. Du coup, à M. Kossi, on lui restitue à hauteur de 50%, soit financièrement, soit en termes de terrain, sa parcelle. Supposons que le terrain de M. Kossi se retrouve sur les parcelles B5 et B6. Donc, il est ici B5, B, les deux lots là. Là, nous comprenons tous que les parcelles de M. Kossi ne sont pas touchées par le plan de lotissement. Il n'y a aucun souci. M. Kossi jouit parfaitement de son terrain
sans chercher à être indemnisé ou quoi que ce soit. Ces terrains n'ont pas été touchés. Voilà. Dans un second temps, supposons que M. Abalo, par contre, a fait son achat après l'élaboration de ce terrain de lotissement. Maintenant, si sa parcelle coïncide avec le jardin public et la réserve d'école, que se passera-t-il? Alors, on a déjà fait ce plan projeté et c'est après que M. Abalo est venu acheter un terrain qui coïncide soit avec le jardin public, soit avec l'école publique. Est-ce que M. Abalo a quelque chose à traiter avec l'État? Non, justement, parce que on ne peut en aucun cas lui donner le droit d'occupation de ces espaces réservés par l'État. Donc, on lui a vendu une réserve. Et là, il ne peut ni avoir de titre foncier et il ne peut pas avoir les autorisations et il ne peut pas habiter. Son argent est perdu à moins qu'il ait retrouvé son argent auprès des vendeurs de ce genre qui lui ont vendu. S'il investissait pour s'il achetait pour investir, là, ça porte un coût à son investissement, mais il ne le traitera qu'avec les vendeurs et non avec l'État. Il ne s'agit pas là d'une expropriation pour cause d'utilité publique, mais c'est établi avant que lui ne vienne. Maintenant, si c'est après lotissement que M. Abalo achète les lots B5, B6, il s'établit purement et simplement sans aucun souci. Ça, c'est le premier cas. Le second cas, l'expropriation pour cause d'utilité publique. Nous voyons les différents cas suivants. Il y a que le cas 1, un terrain acheté dans l'emprise d'une future route. OK? Le cas 1 rejoint plus ou moins ce qu'on a dit tout à l'heure pour M. Kossi. S'il a acheté avant l'élaboration du projet de la route, alors il peut être indemnisé. Mais si c'est après que la route a été projetée qu'il achète, là, on va juste faire la démolition de sa maison, mais on ne va aucunement l'indemniser pour cela. Le second cas, un terrain situé dans une réserve pour école. Donc, c'est la même situation. Ça dépend de quand est-ce que lui, il a son bien et quand est-ce que la zone a été réservée. OK? Maintenant, construction dans une réserve d'espace vert. C'est le même raisonnement. Si la personne occupe un espace vert avant ou après que l'approbation de lotissement ait été faite, donc il y aura un traitement qui sera différencié. Et le dernier point, le dernier cas, c'est l'expropriation pour un projet d'intérêt général. Là, nous voyons cette usine-là qui était là, ici, tout simplement. Mais après, on vient dégager la place de ce terrain-là pour pouvoir mettre un boulevard, un grand boulevard avec une emprise large pour équipement. Dans un tel cas, ça veut dire que toute la ligne du boulevard a été déclarée euh, utile pour un projet d'intérêt général. Tous ceux qui vivent dans la zone et qui ont acquis avant cette déclaration, alors ils se verront donc exproprier leurs biens et l'indemnisation sera faite. Cette indemnisation, il y a un comité qui existe, le COMEX, comme le comité d'expropriation au ministère des Finances et du Budget, qui s'en charge. Ils font une évaluation des biens et ils font le paiement suivant la grille retenue pour les évaluations. Malheureusement, il pourrait y arriver que certaines indemnisations ne couvrent pas la totalité des pertes occasionnées ou pour d'autres, l'indemnisation peut dépasser justement les pertes occasionnées. Chacun a investi selon son propre projet. Donc voilà, Madame la modératrice et chers participants,
quelques cas. Il y en a plusieurs, mais on ne va pas pouvoir tout couvrir au cours de cette session. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur les déclarations d'utilité publique. Mais pour aujourd'hui, nous allons juste nous contenter de ceci. Vos questions nous permettront justement d'aborder d'autres pans de la question du sujet. Je vous remercie. Euh, Merci, madame. Je Merci. vous remets la parole. Merci beaucoup. Merci à notre formateur du jour. Nous allons à présent passer à la série de questions-réponses. Nous vous prions de bien vouloir lever la main. Si vous avez des questions, on vous donne la parole et vous posez votre question. Ou envoyez votre question dans le chat. Nous ferons le devoir de la lire et le formateur répondre à vos questions. Merci bien. Monsieur Boevi Lawson. Oui, bonjour madame, bonjour présentateur. Vraiment merci pour cette opportunité de vous rapprocher un peu plus de nous. Ma question est la suivante. J'ai acquis un terrain, supposons, à Gabé. Bon, il y a le géomètre qui a tout fait. Bon, il a quand même confirmé sur le plan de lotissement que 50% du terrain de mon hectare a été réservé pour réserve administrative. Dans ce cas, est-ce que les autres 50% qui ont été réservés comme zone habitable, est-ce que dans le futur, si l'État décidait de confisquer une partie de ces 50%-là pour des projets, est-ce que, un, je serai indemnisé? Et deux, dans le cas où le terrain n'a pas été immatriculé, je l'ai juste acheté, je ne l'ai pas immatriculé, est-ce que l'indemnité sera payée? Merci. Monsieur le formateur, vous pouvez y aller. Et merci beaucoup pour cette question. Euh, les 50% d'abord ont été attribués à l'État pour réserve. Maintenant, l'État empiète sur l'autre 50%. Oui, naturellement, vous serez indemnisé ou retrocédé. L'État peut vous affecter d'autres terrains dans les environs pour compensation de la partie prise de trop. Prise de trop. Maintenant, s'il y a une indemnisation, oui, on vous indemnise, on va vous indemniser, justement, là-dessus. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, est-ce que l'immatriculation ou pas d'immatriculation, il suffit qu'on ait des preuves que la partie vous appartient à vous. Je crois que ça marche. Mais le mieux, c'est que vous immatriculiez et là, ça donne une autre forme de force officielle à votre terrain ou à votre possession. Merci. Merci beaucoup, monsieur le formateur. D'autres mains levées, je n'en vois pas. Dans le chat, nous avons une question de Madame Rennes. Comment savoir que le terrain a déjà été réservé par l'État? Oui, merci. C'est pour ça que nous avons dit, il y a le cadastre qui est là pour pouvoir faire la vérification. Du coup, si vous avez envie d'acheter un terrain ou vous achetez un terrain, le mieux, c'est quand vous avez l'envie et que vous avez la proposition qu'il faut s'approcher des services du cadastre pour au moins contempler la zone que vous voulez acheter. Donc, ça vous donnera une idée. Maintenant, ce que nous devons savoir, c'est qu'il faut acheter dans les zones constructibles. Une zone est dite constructible lorsque, après lotissement, ce lotissement a été approuvé et que des lots utiles ont été dégagés. Aujourd'hui, le phénomène auquel nous assistons, c'est que on achète même dans les grandes brousses. Les projets de l'État n'ont pas encore couvert les zones rurales. Les gens ont fait des lotissements clandestins et puis ils ont vendu aux gens sans que les réserves n'aient été dégagées clairement en bonne et due forme.
Du coup, ce qui risque de se passer, c'est que des gens aient leurs biens qui plus tard se retrouvent totalement engloutis dans des réserves quand la possession sera faite. Ils pourront être indemnisés à hauteur de 50% de leurs biens, mais toujours est-il que leur attachement émotionnel, sentimental et puis tout le reste là aura reçu un coup. Aura reçu un coup. C'est pour ça qu'il est mieux que les achats soient faits plutôt dans des zones dont le lotissement est approuvé et officiel. C'est des zones constructibles reconnues par l'État. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Donc, les vérifications peuvent être faites au niveau du cadastre, au guichet foncier unique, prendre des renseignements pour s'en assurer. Merci. Merci beaucoup. Nous vous prions de bien vouloir lever la main. Nous vous passerons la parole pour poser vos questions. Toujours dans le chat, nous avons Tafiaboé, un monsieur sûrement. Euh, il dit, si j'achète le terrain avant que cela ne devienne zone d'utilité publique, je n'obtiens que 50% de compensation. Alors que moi, je suis simple acheteur. Celui qui vend le terrain s'en sort, lui, sans écueil. Je ne sais pas si le formateur a Oui, compris la question. oui, oui, merci pour la question. Oui. En réalité, il faut qu'on comprenne que l'État, et que l'article que j'ai cité dans le code dit, avant d'acheter un terrain rural, il faut que le terrain ait été immatriculé d'abord. Donc, lorsque j'achète un terrain non immatriculé et que je l'immatricule ou je deviens le possesseur de ce terrain, tant que c'est en mode rural, les 50% reviennent à l'État au moment de faire le lotissement. Donc, c'est le lotisseur, c'est vous qui faites maintenant le lotissement et du coup, c'est vous qui donnez les 50% à l'État. Maintenant, si on n'a pas fait de lotissement et que peut-être c'est une route qu'on a tracée et qui traverse votre domaine, aujourd'hui, le code a été corrigé. Autrefois, c'est seulement le lotissement, mais le code a élargi cette action à tout terrain euh, détenu qui appartiendrait, c'est-à-dire que les 50% reviennent à l'État. Donc, justement, c'est vous qui perdez les 50% et non celui qui vous aurait vendu le terrain. Donc, malheureusement, c'est ça, c'est ce que le code dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kounetron. C'est très bien clair. Monsieur Edem, vous avez levé la main. Je vous laisse la parole pour votre intervention. Ok. Merci à vous, merci pour pouvoir organiser cette séance d'information très utile. Alors, ma question vient pour savoir, généralement, tel que le formateur l'a dit, souvent, ce sont les zones qui sont déclarées zones rurales qui font plus objet de lotissement actuellement, compte tenu de l'avancée, ou bien oui, l'avancée de la population et le désir toujours d'être volé à vivre chez soi. Bon, vu que la planification des réserves et autres, bon, souvent, l'on confond les réserves et qui sont réservées et qui font objet des routes avec les espaces verts. Souvent, quand il y a une école, on se dit que là, ça doit être une réserve, l'école, les hôpitaux et autres. Bon, j'aimerais quand même savoir, puisque le plan global, bien, oui, le plan global n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Comment savoir si il doit y avoir il doit y avoir telle réserve autre que les routes dans cette zone-là. Oui, merci, monsieur Edem. Ouais. A priori, vous ne pouvez pas savoir.
même le cadastre ne pourra pas savoir. C'est pour ça que l'opération d'extension des lotissements qui se fait aujourd'hui dans des zones très reculées est une opération qui n'est pas normale parce que pour maîtriser l'urbanisation et l'aménagement, il faudrait d'abord que les villes atteignent une certaine densité d'occupation avant qu'on étende l'espace urbain et l'espace périurbain. Du coup, en faisant l'extension, il y aura le schéma directeur général qui établira justement les différentes occupations des réserves, qui prévoira avoir la densité des populations dans une zone, qu'on ait une école à proximité et que l'école soit proche, peut-être à 2 kilomètres c'est-à-dire que d'un rayon donné, et qu'un centre de santé soit là, un marché soit là. Donc, ces équipements d'utilité publique-là seront définis. Malheureusement, aujourd'hui, toute personne qui a un terrain appelle un géomètre, que ce soit agréé ou pas, pour dire, bon, moi, il faut venir m'émietter mon terrain, je vais vendre. Et puis, du coup, on lui réalise un plan qui ne reçoit pas l'approbation et il se met à vendre aux gens. Et tout le monde va acheter dedans. Mais plus tard, lorsque le schéma directeur officiel va arriver, les déclarations, les terrains des uns et des autres seront perdus. Bon, malheureusement, c'est ça le truc. Donc, volontairement ou involontairement, nous participons à ça nous-mêmes en allant acheter dans ces zones qui n'ont pas, dont le lotissement n'est pas approuvé. Sinon, à l'approbation, c'est à partir de l'approbation qu'on détermine les emplacements réels, les emplacements prévus réellement pour l'établissement de ces réserves d'utilité publique. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'inquiétude de M. Eden. Oui, je pense que c'est bon, c'est clair, c'est clair. Mais pour pouvoir ajouter à ça, est-ce qu'il est aujourd'hui possible qu'après approbation, parce que souvent aujourd'hui, on demande quand même le plan unique là, et qui est fait, et dans le processus d'établissement de ce plan, il y a le volet approbation. Est-ce que il est possible après approbation un jour qu'on dise que voilà, votre terrain est placé à un mauvais endroit, ou bien qu'il y ait un réserve après. Si je comprends bien, vous êtes en train de demander, est-ce qu'après approbation, votre terrain devient une réserve? Oui, C'est ça? oui. Ok. Non, de toute façon, même si votre terrain devient une réserve, euh, l'État vous réattribue, est censé vous réattribuer une parcelle à moitié valeur de ce que vous perdez dans la réserve. Tu vois si je me fais comprendre. OK. Donc, Non, c'est bon. Oui, j'ai si vous compris. avez 5 lots et que la réserve marche sur 2 lots et demi, là, vous n'aurez rien du tout. Vous n'aurez rien du tout parce que les 2 et demi font justement les 50% de votre terrain que l'État devrait prendre. Merci, Merci. merci D'accord. beaucoup. Merci. Oui. Merci, Monsieur Edem. Je vais dans le chat. Il y a Monsieur, comment il s'appelle? Kofi Kevin Amuzu, qui remercie les autorités de l'OTR, mais qui aimerait savoir s'il y a une plateforme numérique sur laquelle il peut vérifier si son terrain est situé dans une zone déclarée d'utilité publique. Et après, je laisse en même temps la parole à Monsieur Emmanuel pour son intervention. Monsieur Oui, Kouyaté. merci. Par rapport à la question de M. Amouzo, aujourd'hui, il n'en existe pas, mais l'OTR, le cadastre, vient de lancer un projet d'établissement d'un CIF, donc un système d'information foncière,
qui est en cours, qui sera élaboré avec une forme graphique consultable. Du coup, tout le monde, de là où il est, en voulant acheter un terrain, peut consulter lui-même une parcelle. Et s'il y a déjà un titre foncier dessus, la personne saura. S'il y a déjà une réserve dessus, la personne saura. Surtout dans les grands centres urbains, là où il y a déjà l'approbation, ce schéma sera disponible pour tout le monde afin que chacun puisse consulter en temps réel et savoir la nature et le statut du terrain qu'il veut acheter. Pour le moment, il n'en existe pas au public, mais c'est interne au cadastre et à l'urbanisme. Du coup, vous pourrez faire la vérification au niveau de ces deux directions, que ce soit le cadastre ou l'urbanisme, vérifier le statut d'un terrain. Merci. Monsieur Emmanuel est toujours avec nous. Il est 10h45. Vous le savez tous. Normalement, notre programme est censé se terminer à 10h45. Mais nous faisons le plaisir, ou sinon nous avons le plaisir de continuer afin de répondre à vos préoccupations et clôturer un peu plus tard. Monsieur Emmanuel, si vous êtes toujours là, nous vous laissons la parole. Monsieur Emmanuel est là. Si Monsieur Emmanuel n'est pas là, dans le chat, Écoutez. nous avons quelques interventions. Oui, Monsieur Emmanuel. Alors, vous m'écoutez? Euh, je passe la Est-ce que parole à Monsieur Emmanuel. vous m'existez? Vous m'existez? Oui, Motorola One. Oui. Bon, j'ai une question. Bon, ma question est celle-ci. Si c'est que tu as acheté un terrain et après tout, on te dit que il y a quelqu'un qui avait fait déjà un titre, la personne a déjà fait le titre foncier et que cela empiète votre terrain. À ce moment-là, quelles sont les procédures à suivre? Donc, c'est là ma question, quoi. Merci beaucoup. Bon, je comprends que la question n'est pas relative au thème débattu. Toutefois, si un cadre d'empruntement est relevé entre votre terrain et un titre qui existe déjà, vous pourrez vous rapprocher des services de cadastre et on se fera le plaisir de mieux vous expliquer de quoi il est question avant de vous dire comment procéder. Merci. Je vous remercie. Merci, Monsieur Emmanuel, vous avez la parole. Ok, bonjour tout le monde. S'il vous plaît, ma question va dans ce sens que le formateur vient de nous expliquer que si vous achetez un terrain et par après, il y a le plan projeté qui vient bouffer une partie de votre parcelle, vous serez indemnisé à moitié. Mais moi, je constate que c'est d'une part la faute du service de cadastre aussi. Pourquoi? Parce que quand on fait le morcellement dans les zones que le cadastre juge non approuvées ou bien non urbaines, c'est toujours ce même cadastre qui approuve le plan jusqu'à octroyer le titre foncier aux propriétaires terriens. Ne serait-il pas judicieux que le cadastre bloque n'autorise pas les titres fonciers dans les zones non approuvées et n'octroie seulement que les titres dans les zones que l'État a déjà approuvées pour éviter, parce que quand un acheteur achète son terrain et il a immatriculé le titre foncier sort, il se dit à 100% protégé que dans le futur, il ne sera pas inquiet par rapport à un quelconque désagrément, quoi. Et ma deuxième question va au niveau de l'espace de la SNPT que l'État a déclaré récemment. Je vois que
dans nous, au niveau de nous, comment dire, les contribuables, on pense que c'est seulement on limite la zone de la SNPT avec la voie de Lomé-Vogan. C'est-à-dire du côté droit de la voie de Lomé-Vogan en allant vers Vogan. On considère que c'est toute la zone là qui est prise par la SNPT. Alors qu'au niveau du cadastre, je pense qu'il y a certaines zones dans la délimitation qui appartiennent toujours aux autochtones. Mais nous, les populations, nous, on ne sait pas par où exactement la limite de la SNPT est passée. Si le cadastre pouvait faire des plaques, des pancartes pour délimiter exactement la zone de la SNPT pour que ça soit visible aux populations et ceux qui n'en font pas partie sachent que leur parcelle n'est pas concernée, quoi. Ok, merci. Nous disons merci à M. Emmanuel pour son intervention. Donc, essayez d'immatriculer les parcelles où il n'y a pas d'approbation. Non, je crois que le titre foncier, c'est une reconnaissance de droit. C'est votre bien. Donc, on se doit de l'immatriculer tout de même. Est-ce que nous voyons? On immatricule, mais on ne dit pas, c'est-à-dire que l'immatriculé ne dit pas a priori, dans une zone rurale, ne définit pas son statut après. Je crois que... Oui, je crois qu'on est de retour, hein, modératrice. Oui, monsieur le formateur, Voilà. merci beaucoup pour vos réponses. Oui, il y avait une partie, oui, il y avait un reste là. Donc, les plaques, c'est pas au cadastre, c'est pas au cadastre d'aller implanter la zone de SMPT. Les attributions du cadastre ne couvrent pas justement une telle opération. Néanmoins, si vous avez un questionnement à propos de la zone délimitée, vous pourrez vous approcher du cadastre pour qu'on puisse pour faire la vérification et vous situer si vous êtes sur la nouvelle zone ou bien l'ancienne zone de SMPT. On va vous situer là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Merci au formateur. Nous vous prions de bien vouloir scanner le code QR et d'évaluer la séance du jour. Le code QR qui s'affiche sur votre écran. Vous l'avez également dans le chat en lien. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour évaluer la séance de ce jour. Monsieur Xavier Doubé, vous avez la parole pour votre intervention. Et après, nous allons prendre 2-3 questions dans le chat et clôturer notre séance du jour. Monsieur Xavier, vous avez la parole. Ok, bonjour. En fait, j'aimerais savoir comment est-ce que la réforme foncière protège les droits des propriétaires et des exploitants. Et puis, j'ai aussi une seconde question. J'aimerais savoir aussi quels sont les principaux objectifs de cette réforme foncière. Merci. Puis, monsieur Xavier, bon, je crois que la question est assez vague. Quand on parle des réformes foncières, c'est quand même assez vague. Et chaque jour, il y a des réformes qui se font, des Oui, évolutions de tout genre. Est-ce que vous avez un cas particulier? Parce que tout ce qu'on fait, c'est juste pour sécuriser les biens et que personne ne s'en trouve lésé, a priori, d'accord, ni d'accord, l'État, ni les populations privées. d'accord. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je disais tantôt qu'on va prendre 2-3 questions dans le chat et clôturer la séance de ce jour. Il y a P30 Light qui demande si à partir d'un plan de masse, est-ce qu'à partir d'un plan de masse, l'on peut acheter un terrain sans problème? Non, justement, parce qu'un plan de masse, ce n'est pas un plan d'approbation. Ce sont des populations qui elles-mêmes font leur plan, soit de partage, soit de lotissement.
le plan de masse peut servir à acheter un terrain au cas où ce plan de masse a été approuvé par les services compétents dans le domaine. Donc, c'est sûrement quand il y a une approbation qu'on se dit c'est plus ou moins certain. Mais un plan de masse privé, clandestin, il n'y a aucune confiance qu'on pourra accorder a priori. Monsieur Florent, il veut savoir comment savoir qu'un terrain est une réserve ou pas avant l'achat. Je pense qu'on avait. On procède à la vérification au guichet foncier unique et ou dans les services de cadastre pour s'informer avec les coordonnées précises du terrain. Du coup, il faut faire appel au service d'un géomètre compétent pour faire des levées topo afin de faciliter la recherche. Des fois, les gens utilisent leur téléphone pour dire qu'ils ont fait un levé. Nos téléphones ne sont pas des appareils topographiques. Du coup, les précisions ne sont pas bonnes. Tu peux faire le levé d'un terrain à partir de ton téléphone ici, mais en réalité, les coordonnées que ton téléphone te donne là correspondent à un terrain qui se trouve à 70 mètres, à 100 mètres, à 1 kilomètre peut-être parce que le téléphone n'est pas équipé justement d'un bon capteur pour pouvoir déterminer les coordonnées. Donc, il faut faire appel à un professionnel, un géomètre agréé, pour pouvoir faire des levées et faire la vérification avant de continuer les transactions. Merci. Merci. Monsieur Richard, il dit, supposons que j'ai l'avis favorable de l'OTR. C'est possible qu'à long terme, ce terrain devienne une zone d'utilité publique. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand l'État aura jugé l'intérêt général de la collectivité au-dessus de ton intérêt, là, naturellement, l'État peut déclarer d'utilité publique la zone. Donc, c'est possible. L'avis favorable n'est pas significatif de ce que ce terrain ne pourra jamais faire objet d'une déclaration d'utilité publique, non. La dernière question. Bonjour, merci pour votre présentation. L'indemnisation de 50%, c'est pour le terrain nu ou pour aussi les constructions qu'il y a sur le terrain? Oui, le 50%, c'est pour le terrain nu. Mais là, s'il y a des constructions, comme je le disais, COMEX fait une évaluation pour une indemnisation plus juste, conformément aux dispositions et aux règlements qu'il y a au niveau du COMEX. Donc, il y a des procédés d'évaluation des biens et des investissements en dehors du terrain nu qu'on pourra utiliser dans ce cas-là pour savoir à combien on pourra vous indemniser. Merci beaucoup, Monsieur Kounetron, chef section dommages contradictoires à la direction du cadastre et de la conservation foncière. Merci, merci pour votre présentation. C'est moi qui Merci vous également à nos partenaires. Le code QR qui s'affiche restera sur l'écran pendant un moment pour vous permettre de scanner et d'évaluer la séance du jour. Nous vous remercions infiniment pour votre participation à cette séance, à ce 16e numéro des 45 minutes avec l'OTR. Merci infiniment. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver tous les jeudis à 10 heures pour ce programme qui nous édifie tous. Merci infiniment. Il y a d'autres questions qui sont dans le chat. Nous allons prendre en compte les interventions qui n'ont pas un lien avec le thème du jour. Nous allons revenir dans d'autres euh, séances sur ces thèmes-là et nous allons pouvoir en discuter. Merci, merci encore à tous et à chacun. Très bonne suite de journée à vous et à jeudi prochain.